Cette théorie va vous exploser le cerveau. Je vais vous présenter la théorie de Daniel Sulikowski. À travers des exemples et des cas concrets en France, on va dévoiler le vrai visage du féminisme. Vous verrez qu'à la fin, lorsque toutes les pièces du puzzle s'assembleront, waouh! Donnez-moi 1 heure et le bénéfice du doute. À la fin de cette vidéo, que vous soyez aujourd'hui pour ou contre le féminisme, je vous assure que vous ne verrez plus jamais les féminismes de la même façon. Vous êtes prêts? Allez! Ok, on reprend le guide qui nous a servi la dernière fois dans la première partie de ma vidéo sur le féminisme. On a vu que le féminisme est en fait une forme de compétition entre femmes. Leur véritable objectif est simple. Elles cherchent à réduire la fertilité des autres femmes. Mais aujourd'hui, je vais approfondir un point qu'on n'a pas développé la dernière fois, mais qui est fondamental. On va revenir à la base même. Je vais m'y attarder un peu, mais vous verrez que tout le reste en découle. On va voir ça. Donc d'abord, il y a une différence biologique fondamentale, car les hommes et les femmes ne jouent pas exactement le même jeu en matière de reproduction. Je vous pose une question. Combien d'enfants un homme peut-il avoir au cours d'une année? Et combien une femme peut-elle en avoir? On est différents et on a des stratégies différentes. Chez les hommes, la stratégie est assez simple. Chacun essaye d'avoir plus de succès que les autres. La compétition entre hommes ressemble à une course d'athlétisme. Chaque coureur reste dans son couloir et court le plus vite possible. L'objectif n'est pas de faire tomber les autres, mais simplement d'arriver avant eux. Alors que la compétition entre femmes ressemble davantage à un match de water-polo. En apparence, tout semble se dérouler dans les règles. Mais sous la surface, c'est un monde de coups bas et de sabotage. Pourquoi? Pour la même raison que pendant des siècles, les sociétés ont pu envoyer des milliers d'hommes à la guerre sans disparaître. Même si beaucoup d'hommes mouraient, il restait suffisamment d'hommes pour que la population continue de se reproduire. En revanche, si une grande partie des femmes disparaît ou décide de ne plus avoir d'enfants, c'est toute la population qui en subit les conséquences, car chaque femme représente une capacité de reproduction qui ne peut pas être remplacée. Vous allez voir un peu plus tard le lien avec la baisse de la natalité que nous connaissons aujourd'hui en France et le déclin de la société. Mais en gros, sur une année, si vous avez 5 femmes en âge de procréer et 3 hommes, vous avez potentiellement 5 enfants. Si vous inversez la situation, avec 3 femmes et 5 hommes, 6, 7, peu importe, vous n'avez quand même que 3 enfants. Et cette différence biologique permet d'expliquer la différence en manière de faire compétition. La compétition intrasexuelle. Des femmes contre d'autres femmes, dont on a parlé la dernière fois. Chez les hommes, chacun cherche surtout à augmenter ses propres chances de réussir, car empêcher un autre homme d'avoir des enfants ne lui apporte pas forcément un avantage. Si un homme cherche à empêcher d'autres hommes de se reproduire, imaginons qu'il y arrive. Imaginons qu'il convainque une grande partie des hommes de ne pas avoir d'enfants. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il y aura tous ces enfants à leur place. Les autres hommes qui restent pourront simplement prendre le relais et avoir des enfants avec ces femmes. La compétition consiste donc surtout à devenir plus attirant, plus compétent ou plus désirable que ses rivaux, plutôt qu'à les empêcher directement de se reproduire. Chez les femmes, c'est différent. Chaque femme ne peut avoir qu'un nombre limité d'enfants au cours de sa vie. En évolution, ce qui compte n'est donc pas seulement le nombre d'enfants que vous avez en valeur absolue. Ce qui compte est d'en avoir plus que vos concurrentes. C'est ce qu'on appelle le succès reproductif relatif. Imaginez 3 femmes. Si chacune a 2 enfants, leurs gènes seront représentés à part égale dans la génération suivante. Mais si l'une d'elles n'a finalement pas d'enfants, les gènes des 2 autres occuperont une plus grande place dans la nouvelle génération. Pourtant, elles n'auront pas eu plus d'enfants qu'avant. C'est simplement parce que la 3e n'en aura eu aucun. Autrement dit, il peut y avoir un avantage à réduire les chances de reproduction d'une rivale. La compétition ne consiste donc pas seulement à augmenter ses propres chances de réussir, elle peut aussi consister à diminuer celles des autres. Plus simplement, les hommes n'ont qu'une seule pédale, l'accélérateur. Pour gagner, ils doivent aller plus vite que les autres. Les femmes ont 2 pédales, un accélérateur pour avancer elles-mêmes, mais aussi un frein pour ralentir leur rival. Ok, jusqu'ici, c'est bon. On a parlé de différences biologiques entre les hommes et les femmes.
et de la compétition intrasexuelle, donc des femmes qui influencent ou manipulent d'autres femmes et cherchent à réduire leurs chances d'avoir des enfants, avec la suppression de la fertilité. On a aussi parlé du succès reproductif relatif, c'est-à-dire elles n'ont pas besoin d'avoir autant d'enfants qu'il est humainement possible d'en avoir pour gagner le jeu de l'évolution. Ce qu'elles doivent faire, c'est se reproduire à un taux supérieur à la moyenne des femmes de leur population. Mais il manque encore un ingrédient à la recette. Cette stratégie de compétition entre femmes n'apparaît pas dans toutes les sociétés. Elle se développe surtout lorsque deux conditions sont réunies, la prospérité et la sécurité. C'est dans des sociétés prospères et sûres que cette stratégie devient réellement avantageuse. C'est assez simple à comprendre pourquoi. Dans une société pauvre ou dangereuse, les femmes utilisent presque toutes leurs ressources, leur temps, leur énergie pour élever leurs propres enfants. Chaque ressource compte et il est plus rentable de l'investir directement dans sa famille. En revanche, lorsque la société devient plus riche et plus stable, certaines femmes disposent davantage de ressources qu'elles n'en ont réellement besoin pour assurer la réussite de leurs propres enfants. À partir de ce moment-là, il devient parfois plus avantageux d'utiliser une partie de ce temps, de cette énergie et de ces ressources pour réduire les succès reproductifs des autres femmes plutôt que de continuer à investir uniquement dans sa propre famille. Autrement dit, plus une société est prospère et sécurisée, plus cette stratégie devient intéressante d'un point de vue évolutif. C'est aussi pour cette raison que ce phénomène n'est pas présent partout ni à toutes les époques. Il apparaît surtout dans les sociétés riches où les besoins essentiels sont déjà largement satisfaits et où les individus peuvent consacrer une partie de leurs ressources à d'autres formes de compétition. La société devient à la fois prospère et sûre, la compétition intrasexuelle entre femmes se développe, puis contribue progressivement à créer un environnement social de plus en plus hostile à la reproduction. Bien, maintenant on va préciser un autre point important. Nous avons souvent l'impression de prendre nos décisions librement, mais en réalité ce n'est pas tout à fait vrai. La plupart des gens choisissent ce qu'ils pensent, disent ou font en regardant d'abord ce que font les autres. Nous avons naturellement tendance à suivre le groupe. Pendant longtemps, les familles, les traditions, l'école ou la religion donnaient des repères sur ce qui était considéré comme normal. Aujourd'hui, ces repères sont moins présents. On pourrait croire que ça nous rend plus libres. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit. Quand il n'y a plus de cadre, les gens deviennent plus faciles à influencer. Ils suivent alors les nouvelles modes, les réseaux sociaux, les idées qui dominent à ce moment-là. Nous ne passons pas d'une société où l'on suit des règles à une société où chacun pense complètement par lui-même. Nous passons simplement d'une influence à une autre. La question est donc la suivante. Quel type d'influence domine aujourd'hui? Nous avons des articles qui présentent l'infidélité de manière positive. Des campagnes publicitaires avec des slogans comme « quitte-le », des articles qui remettent en question l'intérêt d'avoir un petit ami, ou encore une normalisation croissante du polyamour. Tous ces messages ont un point commun. Ils contribuent à dévaloriser les relations de couple stables, fidèles et durables dans le discours public. Quel type d'influence domine aujourd'hui? Nous retrouvons, comme nous l'avons vu la dernière fois, des femmes qui donnent aux autres femmes des conseils qu'elles ne suivent pas elles-mêmes. Par exemple, elles encouragent les autres femmes à privilégier leur carrière plutôt que leur vie de famille. Elles leur conseillent de ne pas rester à la maison avec leurs enfants, de retarder le moment d'avoir un bébé, de se consacrer d'abord à leur carrière, alors qu'elles ne feraient pas forcément les mêmes choix pour elles-mêmes. Toutes ces formes de compétition entre femmes poursuivent au final le même objectif: faire baisser le taux de natalité. Le fait de donner des mauvais conseils amoureux aux autres femmes peut les conduire à vivre des relations de mauvaise qualité, voire à ne pas avoir de relations du tout. Et ça réduit fortement leurs chances d'avoir des enfants, ou du moins d'avoir une vie familiale stable. On sait que de nombreuses études montrent que, en moyenne, les enfants qui grandissent sans leur père obtiennent de moins bons résultats sur plusieurs indicateurs que ceux qui grandissent avec leurs deux parents. Encourager davantage des femmes à devenir mères célibataires
n'est peut-être pas aussi efficace que les amener à ne pas avoir d'enfants du tout, mais ça contribue malgré tout à diminuer leur succès reproductif à long terme. Aujourd'hui, notre société est devenue un endroit où il est plus difficile de fonder une famille et d'avoir des enfants. Ça pose des problèmes à tout le monde, mais certaines personnes sont plus touchées que d'autres. Par exemple, imaginons une femme qui est déjà considérée comme très belle. L'apparence physique est un critère important tant pour les hommes comme pour les femmes. Si elle décide de se faire une coupe de cheveux très courte, qui ne mettrait pas la plupart des femmes en valeur, elle restera malgré tout attirante. En revanche, si d'autres femmes qui sont moins avantagées physiquement copient cette coiffure parce qu'elle est à la mode, ça pourrait davantage diminuer leur attractivité. Ça explique un peu la laideur de certaines femmes féministes. C'est un peu la même chose pour beaucoup d'autres tendances dans la société. Les personnes les plus avantagées peuvent se permettre certains choix sans en subir de lourdes conséquences. En revanche, les mêmes choix peuvent être beaucoup plus coûteux pour les personnes qui sont déjà plus vulnérables. C'est un peu comme le dit le proverbe. Quand le riche a un rhume, le pauvre meurt de pneumonie. L'exemple le plus parlant est celui du mariage. Depuis plusieurs décennies, le mariage est largement dévalorisé dans le discours public. Pourtant, les études montrent que les personnes les plus riches et les plus diplômées continuent, elles, à se marier. C'est un phénomène largement documenté. L'économiste Melissa Carney a en fait même la thèse centrale de son livre « Le mariage est en déclin ». Et cette tendance contribue à creuser les inégalités sociales. Regardez le pourcentage d'enfants qui vivaient avec des parents mariés selon les niveaux d'études de leur mère. En 1980, la majorité des enfants vivaient avec leurs deux parents. C'était la norme. C'était donc aussi vrai pour les enfants de médecins que pour ceux de caissières. Mais en 2020, la situation est devenue très différente pour les enfants dont la mère n'a qu'un baccalauréat ou un niveau d'études inférieur. C'est la catastrophe. On voit bien l'écart. Et oui, le recul du mariage est l'un des facteurs qui alimente les écarts entre les classes sociales. Les enfants élevés par des mères célibataires sont confrontés à de nombreuses difficultés. Et c'est également le cas des enfants vivant dans des familles recomposées. Savez-vous quel est le facteur qui prédit le mieux le risque de maltraitance envers un enfant? Ce n'est ni l'alcoolisme, ni les traumatismes des parents. C'est le fait que l'enfant ne vive pas avec ses deux parents biologiques. On lui a même donné un joli nom dans la littérature scientifique. On l'appelle l'effet Cendrillon. Donc, je le répète, les personnes les plus favorisées continuent de se marier et elles divorcent également moins souvent. Ellie Finkel l'affirme lui aussi dans son livre The All or Nothing Marriage. Aujourd'hui, le mariage est devenu beaucoup plus stable et beaucoup plus fréquent chez les personnes les plus diplômées et les plus aisées. D'ailleurs, dans la vidéo que nous avons analysée la dernière fois, Alexandra Lamy dit ça. Moi, j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont des couples depuis très longtemps. Elle connaît beaucoup de couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Or, à quel milieu social appartient-elle? Plus on descend dans l'échelle sociale, plus la famille nucléaire a tendance à se fragiliser. Quand le riche a un rhume, le pauvre meurt de pneumonie. Les études montrent également le double discours et l'hypocrisie dans les classes sociales les plus favorisées. Lorsqu'on leur demande si le divorce est une solution raisonnable pour un mariage malheureux, ce sont les personnes ayant les revenus les plus élevés qui sont le plus souvent d'accord, plus que celles appartenant aux classes aux revenus plus modestes. Pourtant, je le répète, ce sont les personnes ayant les revenus les plus élevés qui se marient le plus et qui divorcent le moins. Faisons un petit exercice. Imaginez une échelle. En haut, il y a les personnes qui ont le plus de chances de trouver un partenaire et de fonder une famille. En bas, celles qui ont plus de difficultés. Plus la société devient hostile à la reproduction, plus la barre monte sur cette échelle. Résultat, de plus en plus de personnes n'arrivent plus à avoir des enfants. Certaines personnes n'ont pas cherché de partenaire au moment où ça leur aurait été plus facile. D'autres ont attendu trop longtemps avant de vouloir des enfants. D'autres encore ont fait deux choix de vie qui les ont éloignés de ce projet. Par exemple, en pensant qu'elles pourraient d'abord se consacrer entièrement à leur carrière et trouver ensuite facilement un partenaire plus tard. Notre société rend aujourd'hui la création d'une famille
plus difficile. Dans ce contexte, seules les personnes qui avaient déjà le plus d'avantages au départ réussissent plus facilement à avoir des enfants. Ils en profitent aussi parce que beaucoup de leurs concurrentes n'y parviennent plus. La baisse actuelle de la natalité n'est pas un simple accident, ni un phénomène isolé. Nous vivons une période de suppression reproductive, c'est-à-dire un environnement social qui décourage de plus en plus la formation de couples et la naissance d'enfants. Une fois ce processus enclenché, le taux de natalité passe en dessous du seuil de remplacement et continue de diminuer. Et ce phénomène n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Ce que nous vivons aujourd'hui avec la baisse de la natalité, la montée des idées féministes et la féminisation des institutions fait partie d'un schéma qui s'est répété de civilisation en civilisation. Sulikowski prend notamment l'exemple de la Rome antique, où les autorités auraient mis en place des politiques destinées à encourager le mariage et les naissances parce que la fécondité était déjà en forte baisse. Aujourd'hui, ce qui expliquerait le plus le recul de la natalité ne serait pas le fait que les familles aient moins d'enfants. Le changement majeur est ailleurs. Ce qui explique la plus grande partie de la baisse de la natalité, c'est l'augmentation massive du nombre de femmes qui n'ont aucun enfant. Une femme qui a un premier enfant en a souvent ensuite un deuxième, voire davantage. Le véritable changement, c'est la proportion des femmes qui n'ont pas d'enfants du tout. C'est ce groupe qui contribue le plus au recul de la natalité. Le taux de natalité a fortement baissé, principalement parce que les femmes choisissent d'être libérées, d'être indépendantes, de ne pas se marier, de ne pas devenir mère, faire carrière et ainsi de suite. Au final, ça a conduit à ce qu'un nombre relativement restreint de femmes ait un nombre relativement faible d'enfants. Ces femmes pouvaient alors en quelque sorte choisir les hommes qu'elles voulaient. Le succès reproductif des hommes et dans une certaine mesure celui des femmes également, mais surtout celui des hommes, s'est alors retrouvé concentré entre les mains d'une toute petite élite masculine. Tous les autres hommes ont en quelque sorte été exclus de la reproduction. Ce changement culturel, hostile à la famille, à la formation de relations stables, avec toute l'influence médiatique que nous avons vue avant, a davantage affecté les femmes que les hommes. Beaucoup d'hommes souhaitaient toujours former un couple, avoir une famille, mais de moins en moins de femmes le voulaient. Ça a déséquilibré le rapport entre les sexes. Les femmes ont acquis davantage de pouvoir, mais en même temps, les hommes de statut élevé ont eux aussi gagné davantage de pouvoir. Je te rejoins et je trouve ça assez dingue en fait de mettre les chiffres en perspective. D'un côté, il n'y a jamais eu autant d'hommes et de femmes seuls. Et d'un autre côté, il n'y a jamais eu autant de désirs de rencontre. Donc en fait, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas dans l'équation ? Et donc ce phénomène de compétition intrasexuelle n'est pas un dysfonctionnement, c'est une caractéristique du système, un mécanisme issu de l'évolution. Pour les femmes qui échouent, c'est un problème, mais leurs gènes ne sont pas transmis. En revanche, pour les femmes qui réussissent avec cette stratégie, c'est un avantage, car elles favorisent leur succès reproductif. Ce sont donc leurs gènes qui continuent à se transmettre. Et maintenant, nous arrivons à la partie que je pense risque de déranger beaucoup de monde. Le lien entre le féminisme et le déclin, voire carrément la chute de la civilisation. Donc, plusieurs chercheurs ont tenté d'expliquer la baisse de la natalité, la montée des idées féministes, la féminisation des institutions, et le lien de tout ça avec le déclin de la civilisation. Je vais vous présenter deux de ces théories avant d'expliquer celle de Sulikowski. Nous avons Gad Saad, qui parle dans son livre de l'empathie suicidaire. Une société peut devenir tellement soucieuse de faire preuve de compassion qu'elle finit par prendre des décisions qui menacent sa propre survie. Son argument est profondément inspiré de la psychologie évolutionniste. L'empathie est une qualité indispensable à toute société. Mais lorsqu'une société place la compassion au-dessus de toute autre considération, au-dessus de la sécurité, la vérité, la réciprocité, la cohésion sociale, elle peut être exploitée par des individus
ou des groupes qui ne partagent pas ces mêmes valeurs. Voici un premier exemple. Un Français de 56 ans qui avait laissé 4 migrants africains en situation irrégulière passer l'hiver chez lui. Il s'est retrouvé sans domicile fixe après qu'ils ont refusé de quitter son logement. Saad prend plusieurs exemples récurrents. Nous allons les voir un par un. Première, une politique migratoire qui privilégie systématiquement la compassion envers les migrants, même lorsque certains risques pour la sécurité ou l'intégration sont ignorés. Bienvenue aux réfugiés. On peut lire ensuite, 95% de toutes les femmes assassinées en Irlande cette année l'ont été par des migrants étrangers. Regardons la situation en Allemagne avec le graphique. En France, deuxième, une indulgence excessive envers des criminels au détriment des victimes. Je suppose que vous connaissez ces affaires. L'affaire Liana, cette petite fille tuée par un homme qui avait déjà fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits de nature sexuelle sur mineurs. Le cas de Philippine, une jeune femme tuée par un Marocain qui avait été condamné pour viol, qui avait ensuite bénéficié d'une remise de peine et avait été libéré en juin 2024. Il faisait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Et bien sûr, tous les scandales de violences sexuelles dans le périscolaire. Tous les mises en cause sont des hommes et beaucoup, vraiment beaucoup, sont issus de l'immigration. Troisième, la tolérance envers des idéologies qui se déclarent pourtant hostiles aux valeurs occidentales. L'image parle d'elle-même. C'est complètement incompatible. Quatrième, certaines politiques identitaires où le désir de ne blesser personne l'emporte sur la recherche de la vérité ou de l'intérêt général. Si quelqu'un se sent être du sexe opposé, n'osez surtout pas le contredire. On a même autorisé un homme à aller battre des femmes devant 2 millions de spectateurs. À la fin, on lui a donné une médaille. Gardez quand même à l'esprit notre théorie de départ, la compétition intrasexuelle et la suppression de la fertilité. Donc, dans cette approche de Gad Saad, l'empathie a évolué dans de petits groupes où les individus partageaient des intérêts communs et où la coopération était généralement réciproque. Dans les sociétés modernes, ce mécanisme peut être inadapté. On ressent toujours naturellement de la compassion, mais elle peut être dirigée vers des personnes ou des causes opposées aux intérêts de la communauté qui manifestent cette compassion. Il donne cet exemple dans son livre, le cas de Martha McKay et de Travis Lewis. Vous avez plus de détails ici, mais en gros, à l'âge de 16 ans, Travis Lewis, l'homme que vous voyez sur l'image, a tué la mère de Martha McKay, la femme qui est à côté. Malgré ça, Martha lui a pardonné, l'a aidé à sortir de prison et lui a même donné un travail. 2 ans plus tard, cet homme est revenu chez elle et l'a tuée dans la même maison où il avait tué la mère de Martha. En une formule, sa thèse est souvent résumée ainsi. La civilisation occidentale risque de mourir non pas parce qu'elle manque de compassion, mais parce qu'elle refuse de fixer des limites à sa compassion. Regardons maintenant la théorie de Ellen Andrews et ce qu'elle appelle The Great Feminization. La grande féminisation, c'est tout simplement le fait que les femmes occupent une place de plus en plus importante dans les institutions de notre société. Elles sont par exemple de plus en plus présentes dans la justice. Dans un autre domaine qui me concerne personnellement, celui de la psychologie, aujourd'hui, parmi les nouveaux psychologues, Hélène affirme que seulement 20% sont des hommes. Les hommes ont quasiment déserté la profession de psychologue. Et il est facile à comprendre pourquoi. C'est parce que la psychologie s'est féminisée. À mesure que les femmes ont augmenté leur représentation dans cette profession, elles ont réorienté la discipline pour qu'elle soit davantage favorable à leurs idées et à leurs préférences, afin qu'elle soit centrée sur le soin, sur l'empathie et l'absence de jugement. Ainsi, un homme qui voudrait devenir psychologue parce qu'il aime juger les autres choisirait naturellement une autre profession. Pour Hélène, la féminisation est synonyme de wokisme. Réfléchissez à tout ce que recouvre le wokisme. Privilégier l'empathie plutôt que la rationalité, la sécurité plutôt que la prise de risque, le conformisme et la cohésion
plutôt que la compétition et la hiérarchie. Toutes ces choses reviennent à privilégier le féminin par rapport au masculin. Par exemple, les femmes sont systématiquement moins favorables à la liberté d'expression que les hommes. Dans les enquêtes où l'on demande ce qui est le plus important, protéger la liberté d'expression ou préserver une société inclusive, environ 2/3 d'hommes répondent la liberté d'expression, tandis qu'environ 2/3 des femmes répondent une société inclusive. En matière de raisonnement moral, la manière traditionnelle de décrire la différence entre les hommes et les femmes est de dire que les femmes ont une éthique du soin, tandis que les hommes ont une éthique de la justice. Lorsqu'ils portent un jugement moral, les hommes se demandent quelles sont les règles et quels sont les faits. Les femmes, quant à elles, ont davantage tendance à s'intéresser au contexte et aux relations. En résumé, nous avons ici 2 points clés. Premièrement, les hommes et les femmes sont différents. Voilà, surprise si vous n'étiez pas au courant. Deuxièmement, à mesure que les institutions deviennent plus féminines, elles évoluent de manière prévisible en fonction de ces différences. S'il y a plus de femmes, les institutions se féminisent. Toutes les différences entre les hommes et les femmes que je viens de présenter avant sont bien documentées. Prenons l'exemple de l'empathie pour l'illustrer. D'après la recherche scientifique, on sait que les hommes comme les femmes ressentent le désir de se venger lorsqu'ils ont été victimes d'une injustice. Sur ce point, les 2 sexes sont pratiquement identiques. La différence apparaît lorsqu'ils passent à l'acte et adoptent un comportement de vengeance. Chez les hommes, lors de l'acte de punition, les régions du cerveau impliquées dans l'empathie semblent rester peu actives. Chez les femmes, en revanche, ces régions demeurent actives. Les femmes ont donc tendance à interrompre la punition plus tôt, parce qu'elles ressentent la souffrance qu'elles infligent à l'autre. Je voudrais souligner le fait que l'empathie, sans discernement, n'est plus une vertu. On ne traite pas un criminel de la même manière qu'on traite un nourrisson. Voici la première vidéo que je vais vous montrer pour parler du rôle des femmes dans le milieu de la justice. Voici son titre qui en dit déjà beaucoup. Elle défend les crimes les plus lourds, avec l'avocate Olivia Ronen. Quel a été le plus grand écart entre la théorie et la pratique que tu as pu observer ? Le plus grand écart, alors il y en a quelques-uns. Mais par exemple sur des notions simples comme la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, aujourd'hui, je sais que c'est une notion qui est extrêmement bousculée. Et pourtant, ça part du principe simple de se dire qu'on est présumé innocent, c'est-à-dire on ne peut pas nous dire coupable de quelque chose tant que la démonstration de la culpabilité n'a pas été faite par une juridiction. Et ça, je trouve ça hyper important, et quand on est étudiant en droit, on est pétri vraiment avec cette idée, en se disant, ben voilà, c'est à l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité, et nous, ensuite, on n'est pas là pour prouver une innocence, mais on est là pour essayer de dire que l'accusation n'a pas les éléments nécessaires pour demander à ce qu'on soit reconnu coupable. Et ça, en théorie, c'est hyper clair. En théorie, on est présumé innocent. En théorie, on n'est pas censé avoir de peine avant d'être condamné, par exemple. Et en pratique, si, on observe qu'on va avoir une espèce d'à l'inverse, présomption de culpabilité. On va placer en détention provisoire énormément. Donc ça, c'est une des très grandes différences que je peux observer dans la pratique. Ouais. Mais est-ce que c'est pas pour servir le principe de justice au final ? Je sais pas, je pense au cas où une personne qui aurait été accusée de viol, mais qui n'aurait pas eu la peine nécessaire, ou qui en tout cas n'aurait peut-être pas été reconnue coupable et qui est multirécidiviste, est-ce que le fait de le considérer comme coupable et de potentiellement l'ostraciser de la société n'est pas une façon de protéger des victimes qui pourraient arriver ? C'est une situation un peu compliquée, celle que tu décris, parce que quelqu'un qui n'a pas été reconnu coupable, mais qui en même temps est considéré comme multirécidiviste, mais théoriquement il n'est pas multirécidiviste s'il n'a pas été condamné par la justice, on peut se dire concrètement il n'est pas coupable, parce qu'il n'a pas été reconnu comme tel par la justice. Après, que la société
réagisse de son côté et réfléchisse à tout ça, moi je trouve ça toujours sain qu'une société réfléchisse sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle puisse se dire qu'est-ce qu'on a mal fait par le passé, quels ont été les comportements qui sont soit fautifs, soit pas sains. Qu'une société réfléchisse sur elle-même, c'est bien. Après, que ça se fasse, en fait, qu'on essaie de se rattraper d'erreurs passées et d'injustices passées, par peut-être de nouvelles injustices, peut-être, je ne sais pas. Ça me gêne. Il n'est pas coupable car il n'a pas été reconnu comme tel par la justice. Regardez la différence avec ce qui dit l'un des avocats les plus célèbres à New York. Vous allez voir qu'ils ont un point en commun, le droit d'être défendu. En revanche, la conclusion n'est pas la même. James Sexton dit « Je crois en la démocratie, je crois en notre système juridique. Il n'est pas parfait, mais comme la démocratie, enfin notre forme de démocratie. Vous savez, on dit souvent que c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Je pense que c'est un bon exemple de la manière dont les choses devraient fonctionner. Ce n'est pas parfait, mais la plupart du temps, le système fonctionne bien. Et l'un des éléments absolument essentiels de ce système, c'est une défense vigoureuse. Tout le monde a droit à une défense vigoureuse. Que ce soit dans une procédure pénale ou non, c'est à l'État de prouver la culpabilité. Et chaque personne a le droit d'être défendue avec vigueur, de confronter le témoin, de faire entendre des témoignages et de bénéficier d'une véritable défense. Je crois profondément à ce principe. Et c'est sur lui que je m'appuie lorsque je représente quelqu'un que je regarde en me disant « Oui, ce n'est pas quelqu'un de bien, ce n'est pas une bonne personne. » Mais je vais vous dire une chose, la vérité finit toujours par refaire surface, parfois malgré tous mes efforts. La vérité trouve toujours un moyen de ressortir. Je peux créer beaucoup d'écrans de fumée, je peux faire un véritable numéro. Je peux monter tout un spectacle. Et vous savez, les gens se laissent parfois autant séduire par les apparences que par la réalité. Mais au bout du compte, c'est la réalité qui compte. Et quand elle est mauvaise, on finit toujours par le sentir. On sent quand c'est pourri. C'est pour ça que la vérité finit toujours par ressortir. D'après mon expérience, la vérité ne craint aucun procès. Donc nous avons maintenant une justice en France qui est entre les mains des sophistes. Ce n'est plus la vérité qui triomphe, mais celui qui sait mieux convaincre. Désormais, la vérité est celle qu'il décide. Un multirécidiviste n'est plus multirécidiviste, il n'est pas coupable. Pourquoi? Parce que la justice le dit. Et la justice, c'est eux. En plus, tout au long de la vidéo, cette femme ne fait qu'afficher publiquement sa vertu, sa supériorité morale. Son discours reste très général, rempli de principes qui paraissent séduisants à l'oreille, mais qui n'apportent aucune réponse concrète aux problèmes qu'elle évoque. Au lieu d'une éthique de la justice, avec la vérité comme principe ultime, on voit une éthique du soin. On ne traite pas un criminel de la même manière qu'on traite un nourrisson. C'est le péché éternel d'Ève. Aller jusqu'à serrer le serpent contre sa poitrine. Ma compassion est si puissante qu'il n'existe rien qu'elle ne puisse accueillir, même pas les fruits du mal lui-même. L'état des droits, la recherche de la vérité, la protection des frontières, la compétition qui favorise l'innovation. Sans ces éléments typiquement masculins, une civilisation profondément féminisée s'engage sur la voie de l'effondrement. Donc, le déclin de la civilisation. C'est le fruit d'une empathie devenue excessive et autodestructrice, ou plutôt le fruit d'une féminisation des institutions, un instinct maternel mal orienté. Voyons l'explication de Danielle Sulikowski. C'est là que vous allez tomber de votre chaise. Pour elle, nous présentons aujourd'hui tous les signes du déclin d'une civilisation. Baisse du taux de natalité, baisse du prix du sexe, vulgarisation de l'art, diminution du nombre de mariages. Et rappelez-vous que selon elle, il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, mais d'un phénomène cyclique. Donc en parlant du déclin de la civilisation, elle affirme que ce n'est pas du tout de l'empathie suicidaire. Ce dont il s'agit réellement, c'est de ce qu'elle appelle
du homicidal virtue signaling, un affichage de vertus meurtrières, c'est-à-dire une démonstration publique des vertus qui en réalité fait surtout courir des risques aux autres plutôt qu'à soi-même. Ce que j'affirme faisait l'avocate Olivia Ronen dans la vidéo qu'on a regardée. Regardez ce cas que je vous montre ici avec Jamie Carney, une Américaine de 43 ans vivant en Irlande, activiste pro-palestinienne et militante contre l'ICE. Elle aurait été assassinée à son domicile par son compagnon, un demandeur d'asile de 28 ans dont la demande d'asile en Irlande avait été rejetée et qui faisait appel à cette décision. Les personnes qui pratiquent le virtue signaling, c'est-à-dire cette démonstration publique de vertu, peuvent donner à un observateur extérieur l'impression qu'il s'agit d'un cas d'empathie suicidaire, surtout lorsque les choses tournent mal. On pourrait croire que la personne a été tellement compatissante qu'elle s'est elle-même mise en danger. Rappelez-vous que la dernière fois, on a vu aussi que la manipulation comporte aussi des risques pour la personne qui envoie ces signaux de manière manipulatrice. Mais Sulikowski affirme qu'en réalité, les personnes qui adoptent ces comportements prennent un risque calculé. Ce qu'elles font, c'est afficher publiquement des comportements qu'elles pressentent comme vertueux, alors qu'ils sont extrêmement dangereux, potentiellement même plus dangereux pour les autres que pour elles-mêmes. On pourrait citer l'affaire philippine qu'on a vue tout à l'heure, et bien d'autres cas où une indulgence excessive envers des criminels a coûté la vie à d'autres personnes. Ce n'est pas les juges ou les personnes qui ont libéré ces criminels qui ont subi les conséquences. Mais Sulikowski donne un autre exemple encore plus parlant. Elle raconte l'histoire d'un homme qui a été assassiné dans le métro aux États-Unis. Un autre homme, qui semblait souffrir de graves troubles psychotiques selon tous les témoignages, l'a poussé dans les escaliers et l'a tué. Or, cet agresseur avait seulement quelques semaines auparavant commis une agression très similaire contre une femme. Elle avait survécu, mais elle avait refusé de coopérer avec la police et les procureurs parce qu'elle ne voulait pas être responsable de l'incarcération d'un autre homme noir. Quelques semaines plus tard, c'est donc une autre personne qui a été victime de cet homme. En réalité, cette personne a subi un préjudice bien plus grave qu'elle. Et certains présentent ça comme un exemple de son empathie suicidaire. Mais ce n'est pas elle qui a finalement été blessée par cet homme. C'est quelqu'un d'autre. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec toute cette idéologie féministe. Les femmes qui contribuent à diffuser ces idéologies et à promouvoir des normes culturelles profondément hostiles au succès reproductif font effectivement baisser les succès reproductifs de tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que nous voyons les taux de natalité continuer à chuter. Mais ce n'est pas suicidaire, c'est meurtrière. Donc, est-ce que c'est plutôt la féminisation des institutions? Un instinct maternel mal orienté. Je vais vous lire maintenant ce que Sulikowski pense de l'explication de Helen Andrew. Elle dit: pour revenir à l'idée de la grande féminisation de Helen Andrew, je pense que la représentation croissante des femmes dans les institutions de notre société, plutôt que le fait qu'elles consacrent leurs efforts à la reproduction de cette société, est une conséquence inévitable de cette compétition intrasexuelle féminine et de cette suppression reproductive manipulatrice. Une autre conséquence tout aussi inévitable est l'affaiblissement progressif, le déclin, puis l'effondrement final de ces institutions. Selon moi, ce phénomène découle nécessairement les uns des autres. Et c'est précisément là que je pense que Helen Andrew ne voit tout à fait juste. Comme beaucoup d'autres, je ne cherche pas particulièrement à la critiquer. Elle explique le comportement des femmes dans les institutions par un instinct maternel mal orienté. Personnellement, j'ai plusieurs objections théoriques à cette idée. À mes yeux, ce comportement ne ressemble pas vraiment à un comportement maternel, et je pense que cette explication résiste difficilement à un examen plus approfondi. En revanche, je pense qu'une autre explication fonctionne beaucoup mieux. Si l'on considère que les femmes sont en réalité sélectionnées dans ces institutions parce qu'elles contribuent à affaiblir la méritocratie et accorder moins d'importance à la productivité, alors
s'explique beaucoup mieux les comportements féminins observés dans ces institutions. Vous voulez voir un exemple qui rassemble tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent? Des femmes dominantes, plus âgées, plus riches ou bénéficiant d'un statut social plus élevé, qui exercent une influence importante sur des femmes plus jeunes ou moins puissantes. De la pure compétition intrasexuelle, cruelle et vilaine. Et en plus, dans un domaine aussi important que le système judiciaire, c'est honteux. Voici le vrai visage du féminisme et le rôle des femmes dans les institutions. Vous allez voir. Et quand je suis allée porter plainte au commissariat, le policier m'a dit vous savez madame, des profils comme le vôtre, il y en a plus de 4000 rien que dans votre arrondissement, donc je vous avoue que je ne suis pas très optimiste sur les chances de le retrouver. Je pense aussi que la police n'a peut-être pas forcément déployé beaucoup d'efforts pour le retrouver, notamment parce que je suis exposée médiatiquement. J'avais pris la parole à l'époque pour raconter mon histoire, beaucoup de gens ne m'ont pas cru parce que ça paraissait trop gros qu'une fille engagée contre l'invasion migratoire, qui dénonçait justement ce type de danger et de répercussions sur la sécurité des Français. Comme par hasard, ça lui arrive à elle aussi. Bah oui, en fait, justement. Peut-être parce que ce que je dis est vrai, du coup. J'ai été agressée en tant que femme, et même pas en tant que Thaïs Escuffon. En tout cas, le fait est que, 1 an plus tard, je suis invitée par BFM TV, donc pour m'exprimer sur l'affaire Claire Géronimi, et Claire Géronimi, son agresseur, l'a également suivie, et s'est introduit derrière elle dans son hall d'immeuble, et il l'a violée là. Et en fait, Claire Géronimi, ça aurait pu être moi, et voilà pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit sur le plateau. Je ne renie rien. Peut-être que j'ai pu être maladroite, mais dans le fond, je n'ai fait que décrire une réalité que vivent des centaines, des milliers de femmes françaises tous les jours qui se font agresser, harceler, voilà. Et donc pour avoir dit cette phrase-là, je suis poursuivie en justice et le 18 avril dernier, j'ai comparu devant une cour. Je leur ai raconté exactement ce que je vous ai raconté. Je leur ai dit aussi, voilà, les raisons qui m'avaient poussée à dire ça. Moi, je suis pas une professionnelle de la politique. J'ai parlé avec le cœur, avec mes tripes, avec ce que je pense être vrai et juste. Et la procureure, dites-vous que la procureure s'est levée. Elle a dit que, en fait, tout ce que je faisais là, tout ce que j'avais dit, je savais très bien ce que je faisais, que je savais ce qu'était le monde des médias et de l'influence, que ça allait me rapporter de l'argent et des partenariats par la suite. Alors, comment dire, ça m'a fait rigoler parce que après tout ce que je vous ai raconté, moi au contraire, ça m'a apporté que des emmerdes dans ma vie de dire ce genre de choses que la plupart des gens n'osent pas dire. Et donc elle a dit ça, que très cyniquement, c'était un petit jeu que je jouais, que là je jouais la victime. Elle a dit ça, hein. Je jouais la victime, mais que en fait c'était un petit jeu très rodé. Et elle a ajouté, Madame se base sur un pauvre fait pour justifier une opinion qui n'est pas acceptable dans notre démocratie, blablabla. Et donc, je requiers de la prison contre Thaïs Escuffon. Un pauvre fait. Voilà ce qu'était pour ce procureur, qui était une femme, qui aurait pu avoir de l'empathie pour une autre jeune femme qui a failli se faire violer, pour une femme qui s'est faite violer, Claire. Non, c'était de pauvres faits aux yeux de la justice. Donc le message très clair que nous envoie la justice française, c'est qu'il vaut mieux être un migrant tunisien qui agresse sexuellement des jeunes femmes que d'être une jeune fille qui... La procureure, une femme, a dit qu'elle jouait la victime. Madame se base sur un pauvre fait pour justifier une opinion qui n'est pas acceptable dans notre démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez de cet exemple ? Vous vous souvenez ce qu'on a vu avant? Les femmes auraient davantage tendance à raisonner selon une éthique du soin. Elles se demandent avant tout qui souffre et comment protéger cette personne. Ici, c'est évidemment les criminels, les migrants. Attention, ce n'est absolument pas les jeunes et belles filles qui subissent ces crimes, qui sont violées ou qui ont failli l'être. Les hommes, eux, auraient davantage tendance à raisonner selon une éthique de la justice. Quelles sont les règles? Quels sont les faits? La loi a-t-elle été respectée? Point. Donc vous voyez que cette procureure ne cherche plus seulement à appliquer le droit. Elle utilise l'institution judiciaire pour faire avancer sa propre vision idéologique. On peut y voir aussi de la compétition intrasexuelle. Une femme plus âgée en position de pouvoir qui s'en prend à une jeune femme moins puissante. Donc elle, Thaïs, oui, elle, on va l'envoyer en prison. Et en même temps, on va faire sortir le violeur de prison. Oui, carrément. Je n'exagère pas. C'est bien la proposition de ces deux féministes. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Un violeur est un homme qui n'a pas appris à reconnaître dans une femme un être humain à part entière. Ça reste dans une prison. Dans cette société entièrement masculine, où les rares femmes que l'on voit sont intouchables, inabordables,
ou derrière les grilles d'un parloir qu'il apprendra une autre chose? C'est elles qui vont leur apprendre une autre chose? Qu'est-ce qu'on avait dit avant aussi? C'est du risque calculé. Faire de ces comportements qu'elles présentent comme vertu une nouvelle norme sociale. Quelque chose que tout le monde est censé adopter, dans l'espoir que d'autres personnes pour lesquelles ces comportements représentent un danger encore plus grand, les adoptent elles aussi et en subissent les conséquences. Je vais m'écarter un moment de la théorie sur la compétition intrasexuelle pour faire une petite parenthèse et vous parler de quelque chose que j'ai entendu chez une psychologue que j'apprécie beaucoup, Erika Commissar. Lors d'un débat avec une féministe, elle a parlé d'un phénomène connu, la répétition névrotique. Elle explique que beaucoup de premières féministes avaient vécu des traumatismes importants. Le problème avec le traumatisme, c'est qu'il fonctionne un peu comme un stress post-traumatique. Lorsqu'on a connu très tôt un manque d'attachement, des violences, des abus ou des troubles de l'attachement pendant l'enfance, ces schémas ont tendance à se rejouer encore et encore tout au long de la vie. Ce qui est intéressant, c'est que les premières féministes étaient pour la plupart des femmes profondément traumatisées. Si l'on regarde leur histoire, beaucoup avaient eu des pères violents, des pères alcooliques, des oncles qui les avaient violés. Elles avaient vécu des situations terribles. Même leur mère pouvait être maltraitante. Donc elles avaient grandi dans des familles très dysfonctionnelles. Et le plus souvent, les hommes de leur entourage avaient été particulièrement violents ou destructeurs. Une grande partie de notre façon de voir les relations dépend de notre histoire personnelle. Donc la répétition névrotique. Nous avons tendance à rejouer, souvent sans nous en rendre compte, les schémas relationnels que nous avons connus pendant notre enfance. Qu'est-ce que tout ça dit de la société française? Pourquoi autant de personnes adhèrent-elles à des idées qui, au final, risquent de leur faire du mal? Nous verrons plus tard, dans une autre vidéo, la psychologie de ces poules au service du KFC. Je ferme la parenthèse. Voilà donc les 3 approches qui permettent d'expliquer le déclin de la civilisation. Dites-moi en commentaire laquelle vous parle le plus. Maintenant, je voudrais aussi vous expliquer le pourquoi, d'après Sulikowski. Pourquoi affaiblir ces institutions? Pourquoi faire baisser le taux de natalité? Pourquoi ce phénomène se répète-t-il encore et encore? Qu'ont-elles à gagner dans une société où l'on se reproduit de moins en moins? Ok, pour moi, c'est la partie qui m'a explosé le cerveau. On va voir ce que vous en pensez. La véritable monnaie de l'évolution, c'est les succès reproductifs. Mais attention, il ne s'agit pas du succès reproductif absolu. Il s'agit du succès reproductif relatif, comme nous l'avons vu au tout début de cette vidéo. Tant que vous avez plus d'enfants que la moyenne des femmes de votre population, vous continuez à gagner le jeu de l'évolution. Par conséquent, si vous faites baisser la moyenne générale des naissances dans la population, vous n'avez plus besoin d'avoir autant d'enfants pour gagner ce jeu évolutif. À l'échelle de la population, ce qui va se produire, c'est un effondrement démographique. Oui, la société s'effondrera si le taux de natalité chute fortement. Oui, mais l'évolution, elle ne se préoccupe pas du sort des civilisations. Elle se préoccupe uniquement de savoir si vos gènes continuent de se transmettre. Lorsque des sociétés s'effondrent, elles disparaissent rarement tranquillement. Elles sont conquises, elles se font envahir. Que se passe-t-il lorsqu'une société faible et en déclin est envahie? Les hommes sont tués, les femmes non. Qu'elles le veuillent ou non, les femmes deviennent une partie de la population fondatrice de la nouvelle société qui émerge des cèdres de l'ancienne, aux côtés des populations qui l'ont envahie et conquise. Au final, les femmes qui ont diffusé des idéologies limitant les naissances, tout en ayant malgré tout suffisamment d'enfants pour que leur lignée survive, deviennent précisément les femmes fondatrices de la population suivante. Donc les gènes qui favorisent ce type de comportement se répandent au sein de la nouvelle civilisation en expansion. Ils attendent simplement que les conditions redeviennent favorables pour que ces idéologies réapparaissent, que la compétition intrasexuelle féminine atteigne son apogée,
que les taux de natalité recommencent à diminuer et que tout le processus se reproduise. Il s'agit donc d'un phénomène cyclique. Ce n'est pas suicidaire. Génétiquement, c'est meurtrier. Ce sont certaines lignées qui déclenchent ce processus et éliminent progressivement toutes les lignées concurrentes. Et à la fin, les lignées qui gagnent sont précisément celles qui avaient lancé ce processus dès le départ. Ah oui. On peut voir ça comme une sorte de jeu des chaises musicales particulièrement brutal. Imaginez que le chaise musical commence. À chaque tour, une personne ne trouve pas de chaise et une lignée disparaît. À chaque tour, quelqu'un ne se reproduit pas et une lignée s'étend. Si vous sentez que la fin du jeu approche, vous avez alors intérêt à ce que le jeu se termine avant que ce soit votre tour de ne plus trouver de chaises. Une fois que le comportement féminin atteint ce stade de suppression reproductive très intense, nous commençons à voir apparaître tous les signes sociaux qui montrent que cela est en train de se produire. Une chute massive du prix du sexe, une augmentation des relations sexuelles occasionnelles, davantage de vulgarité, une baisse du mariage, une baisse de la natalité, ainsi qu'un ensemble d'autres facteurs sociaux. Tous ces éléments agissent comme des signaux qui intensifient encore ce comportement, chacun essayant d'obtenir une chaise avant la fin. Chacun veut faire partie des lignées qui resteront debout à la fin. Je voudrais finir avec une dernière vidéo. Regardez. Dans notre expérience, on a par exemple ici un groupe de 6 personnes qui se retrouvent bloquées devant ce dilemme. Faut-il sauver une maman et sa petite fille dans la voiture ou 4 criminels qui traversent au feu rouge? Une participante, ici à gauche, avance un argument. Ce n'est pas à la technologie de décider si quelqu'un est criminel. En nombre de vies, c'est 4 contre 2, donc on sauve les piétons criminels. Elle est plus convaincue que les autres, enchaîne les arguments à toute vitesse et totalise 25 prises de parole à la fin de la discussion. Après seulement 5 minutes, tout le groupe s'est rangé à son avis et opte pour l'option B. Alors cette forme de domination, ça marche bien pour aller vite, mais c'est souvent au détriment de la qualité du jugement. Je ne vais pas débattre du dilemme moral abordé. Quoique ces 2 femmes qu'on tue pour sauver 4 criminels. Mais en tout cas, ça m'a interpellée de voir tous ces hommes se ranger à l'avis de cette seule femme, alors que 90% des autres groupes ont choisi l'option opposée. Je veux simplement utiliser cette vidéo pour faire la transition vers la 3e partie de cette série sur le féminisme. Ah oui, je n'ai pas encore fini, pas du tout. On a vu qu'une théorie, ça n'explique pas tout. J'ai encore des choses à dire sur le féminisme et ses implications symboliques et politiques. Et j'ai évidemment aussi un message pour les hommes. Car ne croyez pas qu'il y ait que des reproches pour les femmes et des fleurs et des éloges pour les hommes. Nous verrons la place et le rôle des hommes dans cette histoire dans ma prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, c'est sans doute le meilleur moyen de soutenir mon travail. Likez et partagez la vidéo et s'il vous plaît, parlez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Toutes les ressources sont disponibles, vous pouvez vérifier les informations par vous-même. Dites-moi si vous trouvez tout ça bien, mal, crédible, faux, exagéré, improbable, réducteur. Peu importe, dites-moi quelque chose parce que je trouve que c'est quand même assez sidérant, non? Bon, peut-être que c'est juste moi qui suis en dépression après avoir découvert tout ça. Après avoir émigré de mon pays, le Venezuela, c'est toujours rassurant de voir qu'on est dans un autre pays qui semble lui aussi se diriger vers la chute. Et voilà, Mama Chulita vous dit au revoir. Ciao!